Bonjour à tous, mon nom est Isabelle. Il y a quelques années, mon père a eu une crise cardiaque au travail et est décédé. Sa mort soudaine a changé nos vies pour toujours. Ma mère n'avait pas de travail et pas d'aptitude monnayable non plus. Nous avions de l'argent de côté du travail de mon père. Au début, on pouvait s'appuyer sur ça, mais cet argent s'est vite épuisé et les choses ont mal tourné. Nous ne pouvions plus payer nos factures. Un jour, ma mère m'a dit « Isabelle, je veux te parler de quelque chose d'important. Notre propriétaire Thibaut veut m'épouser. Il a divorcé de sa femme il y a 4 ans. Il a 2 filles, mais elles vivent avec leur mère. Je ne le connais pas très bien, mais il a l'air d'être quelqu'un de bien. Je vais dire oui. Je le fais pour nous deux. J'espère que tu me comprends. Ma mère est une très belle femme. Je n'avais vu cet homme qu'une fois auparavant. Il a 10 ou 15 ans de plus que ma mère. Il savait qu'on avait des problèmes d'argent car on ne pouvait pas payer le loyer. Il essayait de profiter de ma mère. Peu importe combien je l'ai supplié, ma mère ne m'a pas écoutée et l'a épousé. En apprenant à mieux le connaître, il est devenu évident que ma mère avait fait une grosse erreur. Thibaut était un homme arrogant qui parlait tout le temps de son argent. Il vivait de l'argent des loyers qu'il recevait de ses propriétés. Il n'avait pas d'autre travail. Il était à la maison toute la journée. Il utilisait clairement ma mère comme bonne. Par exemple, chaque dimanche, il lui remettait une liste. Elle indiquait un par un tous les plats que ma mère devait préparer pour le déjeuner et le dîner cette semaine-là. Il notait chaque plat après chaque repas. Et il n'était pas très généreux dans ses notes, d'ailleurs. Le pire, c'est qu'il parlait tout le temps de combien son ex-femme était bonne cuisinière. Ma mère voulait vraiment que je m'entende avec Thibaut. J'ai décidé que j'allais essayer de faire de mon mieux. J'ai économisé mon argent de poche pour lui acheter un beau stylo pour son anniversaire. Ma mère insistait pour que je l'appelle papa. J'ai écrit un petit mot disant à mon père avec amour et je l'ai emballé. Thibaut a froncé les sourcils quand il a vu le mot. « Je pense qu'il est trop tôt pour que tu m'appelles papa. Tu dois d'abord me prouver que tu es ma fille, » a-t-il dit. J'étais bouleversée. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère. Elle se sentait mal aussi. C'est à peu près à ce moment-là qu'une chose est arrivée qui a rendu les choses encore pires. Je me suis réveillée un matin et il y avait une autre fille de mon âge à la maison. C'était la fille cadette de Thibaut, Priscilla. Elle avait eu une grosse dispute avec sa mère. Elle avait donc décidé d'emménager avec nous. Je venais d'avoir un beau-père et maintenant j'avais aussi une demi-sœur. Au début, je pensais qu'on pourrait être amis, mais malheureusement, Priscilla s'est avérée être comme son père. Un soir, elle a crié à ma mère « Ta nourriture est trop grasse. J'ai pris du poids à cause de toi. » Mais elle était déjà rondouillarde quand elle est arrivée. Je pense qu'elle est comme ça depuis qu'elle est petite. Elle a inventé ça juste pour critiquer ma mère. Ce qui m'a le plus énervé chez Priscilla, c'est qu'elle était extrêmement jalouse. Elle était très jalouse de moi et elle ne prenait même pas la peine de le cacher. Je vais vous donner un exemple. J'avais une robe orange. Un jour, ma mère m'avait dit « Cette robe te va bien ?» Et j'ai répondu « Ouais, je l'aime aussi. » Quand j'ai voulu remettre cette robe quelques semaines plus tard, il y avait un énorme trou sur le devant. Furieuse, je suis allée voir Priscilla et j'ai crié « C'est toi qui as fait ça ?» Elle a souri et a dit « Bien sûr que c'est moi, qui d'autre ?» Quand Priscilla est venue vivre avec nous, Thibaut a commencé à me traiter encore plus mal. Priscilla n'est pas allée à l'université parce qu'elle avait de mauvaises notes. Moi, en revanche, j'étais une bonne étudiante. Je voulais étudier la psychologie à l'université. J'en parlais à ma mère. Elle est allée le dire à Thibaut. Il est venu me voir et m'a dit « Ne rêve même pas d'aller à l'université. Tu n'es pas assez intelligente pour ça. » Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'au matin. Il fallait que je sorte de cette maison, mais je ne voyais pas comment faire. Un jour, le miracle dont j'avais besoin s'est produit. Mon téléphone a sonné. La personne en ligne a dit « Je suis ta grand-mère. J'aimerais vous rencontrer, toi et ta mère, si tu me le permets. » On s'est retrouvés le lendemain. Quand mon père n'avait que 4 ans, ma grand-mère l'a abandonné. Il ne lui a jamais pardonné. Dans les années qui ont suivi, elle a essayé de le contacter à plusieurs reprises, mais mon père a refusé de communiquer avec elle. Elle nous a raconté tout ça en larmes. Il avait raison parce que je l'ai abandonné. J'ai un immense regret. Mais malheureusement, il n'est pas possible de remonter le temps. Ma grand-mère venait d'apprendre que mon père était mort. Elle pensait que nous pourrions avoir besoin d'aide financière, alors elle nous a retrouvés et a fini par me joindre. Elle nous a dit « Mon deuxième mari était très riche. Je l'ai perdu l'année dernière. Je n'ai personne avec qui partager cette fortune. Voulez-vous emménager avec moi ?» a-t-elle demandé. Ma mère était enceinte à ce moment-là. Elle a dit « J'ai une nouvelle famille maintenant. Mais je sais qu'Isabelle n'est pas heureuse. Elle peut vivre avec vous si elle le souhaite. » Ma grand-mère semblait être une personne très gentille.
Même si elle ne l'était pas, je m'installerais quand même chez elle. Car mon beau-père et ma belle-sœur me rendaient la vie insupportable. J'ai tout de suite accepté. Ce soir-là, j'ai dit au revoir à ma mère et j'ai quitté la maison. Ma grand-mère était très riche. Elle vivait dans un magnifique manoir. Le meilleur, c'est qu'elle était encore plus gentille que je ne le pensais. Elle n'arrêtait pas de me dire « J'ai l'impression de renaître. Isabelle, je te suis tellement reconnaissante de me faire ressentir ça. Je t'enverrai dans les meilleures écoles. Un jour ou l'autre, tout cela t'appartiendra. » Je me fichais d'être riche. J'avais la paix maintenant. Et ça avait plus de valeur pour moi que tout l'argent du monde. Cet été-là, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Ma grand-mère est morte soudainement, après un accident. Elle était partie faire le tour des îles grecques avec ses amis proches. Alors qu'elle nageait en mer, un poisson venimeux l'a piquée. Ils ne sont pas arrivés à temps à l'hôpital. Elle est morte en chemin. J'étais vraiment triste. Elle m'avait dit un jour, « Quand je mourrai, j'aimerais que tu construises une école pour que mon nom puisse vivre. » Je me suis immédiatement mise au travail pour que son souhait se réalise. Ma mère et moi parlions beaucoup au téléphone. Elle avait eu son bébé. J'avais un frère maintenant. Je pense qu'elle n'était pas du tout heureuse et son mari continuait à la maltraiter. Mais elle ne m'a jamais rien dit. Je lui ai dit « Viens vivre ici avec moi. Tu n'as pas à supporter cet homme. » Mais elle ne voulait pas m'écouter. Ma mère est gentille et est une épouse loyale. Thibaut profitait de ses qualités. Un jour, ma mère m'a appelée. Elle avait l'air très triste. « Ton beau-père veut te rendre visite, » a-t-elle dit. « Pas question, je n'ai rien à avoir à faire avec lui, » ai-je crié. Ma mère m'a dit « Isabelle, c'est vraiment important. Tu veux bien le voir pour moi ?» Je n'ai pas pu dire non. Je me demandais ce qu'il voulait de moi. Thibaut est venu le lendemain. Il n'était plus cet homme suffisant et arrogant. Quand il m'a dit « Isabelle, on ne s'entend pas très bien, mais je t'aime quand même beaucoup », je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'était un mensonge éhonté. Pourtant, je n'ai rien dit. Peut-être que ta mère te l'a dit. Ma fille Priscilla souffre d'un type de trouble musculaire très rare et très grave, a-t-il poursuivi. J'étais choquée. J'ai dit « Non, je ne savais pas ». Apparemment, ma mère m'avait caché ça pour ne pas m'embêter avec ses propres problèmes. Mon beau-père m'a dit « Ma fille est en train de mourir, Isabelle. Je suis venue ici pour te demander de l'aide. » Je savais que Thibaut avait beaucoup d'argent. J'étais donc confuse. « Qu'attends-tu de moi exactement ?» ai-je demandé. « Il y a un médicament pour la maladie de Priscilla. Une seule dose suffira à la guérir. Mais c'est le médicament le plus cher du monde. Il n'est produit que pour 20 personnes chaque année. J'ai vendu toutes mes propriétés, mais je n'ai toujours pas assez d'argent pour couvrir la moitié de son coût. S'il te plaît, aide-moi pour le reste. Ma fille ne peut pas du tout bouger pour le moment. Quand ça atteindra les muscles de son cœur, elle mourra. Je t'en supplie, aide-nous. » Après avoir dit tout ça, mon beau-père s'est mis à sangloter. Ni Thibaut, ni Priscilla ne sont des gens bien. Vous le savez déjà. Thibaut a ruiné ma vie et celle de ma mère. Ma grand-mère m'a sauvée de cette maison. Que me serait-il arrivé si j'étais restée là-bas? Les auriez-vous aidés si vous aviez été à ma place? Probablement. Sans même réfléchir, je lui ai dit « Je te donnerai l'argent dont tu as besoin, mais je n'ai pas pu m'arrêter là. Je ne pense pas que tu le mérites. Mais je vais quand même t'aider, » ai-je poursuivi. Thibaut s'est remis à pleurer. « Tu as raison, je ne le mérite pas. Je le sais aussi bien que toi, » a-t-il dit. J'étais si triste de voir Priscilla. Elle n'avait plus que la peau sur les os. Elle ne pouvait même pas bouger ses yeux. Mais elle était consciente. Je lui ai murmuré à l'oreille « Tu vas t'en sortir. Mais s'il te plaît, sois une meilleure personne dans ta nouvelle vie. » Même si je ne voulais pas dire ce genre de choses, je ne pouvais pas m'en empêcher. Le médicament était vraiment cher. Mais comme l'avait dit mon beau-père, une seule dose suffisait pour la guérir. Son état s'améliore de jour en jour. Même si elle ne peut toujours pas parler, je vois qu'elle me remercie du regard. Entre-temps, Thibaut a beaucoup changé. Depuis qu'il a été si profondément secoué par tout ça, il n'est plus méchant. Ma mère, bien sûr, est très heureuse de son nouveau comportement. Je suis occupée par la construction de l'école, que je construis au nom de ma grand-mère. Mon beau-père vient aider à la construction, sans rien demander en retour. Je pense qu'on ne sera jamais très proches, lui et moi. Mais au moins maintenant, je peux être tranquille en sachant qu'il ne traitera plus ma mère mal. Salut tout le monde, je m'appelle Daphné. J'ai une maladie génétique très rare. Je suis sûre que vous en serez surpris. Je ne ressens aucune douleur physique.
Vous avez bien entendu, je n'ai aucun sens de la douleur. En fait, c'est un trouble. Le terme médical est insensibilité congénitale à la douleur. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Voici quelques exemples. Disons que votre petit frère a joué au Lego et en a laissé quelques-uns par terre. Et vous marchez accidentellement sur l'un d'eux. Ça ferait mal, n'est-ce pas? Eh bien, pas pour moi. Ça ne me fait pas mal quand je marche sur des Legos, parce que je ne ressens pas la douleur. Voici un autre exemple. Je suis sûre que vous avez dû vous cogner l'orteil contre un pied de table au moins une fois et que ça vous a fait très mal. Vous avez peut-être eu l'impression de ne pas pouvoir supporter la douleur. Vous l'avez sûrement deviné, je ne ressens rien quand je me cogne l'orteil. Même si je me cognais l'orteil si fort qu'il se casserait, je continuerais à marcher. Tout cela vous semble peut-être super cool. Vous vous dites peut-être, ça doit être génial de ne jamais ressentir de douleur, j'aimerais être comme toi. Mais ce n'est pas le cas. Parce que la sensation de douleur est le système d'alerte du corps. Elle est vitale pour notre survie. Pensez-y de cette façon. Si quelque chose vous fait mal, votre cerveau vous avertit par la douleur. Vous devez faire quelque chose pour arrêter la douleur. Si vous ne la ressentez pas, vous n'êtes pas conscient du danger. Et ça peut avoir de très mauvaises conséquences. Par exemple, j'ai une brûlure au 2e degré dans la bouche en mangeant des frites. Pourquoi? Parce que je ne sentais pas qu'elles étaient super chaudes. J'ai continué à les manger et j'ai endommagé ma langue et mon palais. Si ça avait été vous, vous auriez senti qu'elles étaient trop chaudes dès la première bouchée. Vous auriez attendu que les frites refroidissent ou vous ne les auriez mangées qu'après avoir soufflé dessus. Mais les gens comme moi ne sentent pas que les frites sont trop chaudes et continuent à les manger. J'ai donc fini par avoir des brûlures dans toute la bouche ce jour-là. L'un des plus grands dangers pour les personnes qui ne ressentent pas la douleur est de ne pas se rendre compte qu'elles se sont cassées un os. L'hiver dernier, je suis allée skier avec ma famille. C'est tout à fait normal de tomber quand on fait du ski. Je suis donc tombée plusieurs fois ce jour-là. Au dîner, j'ai remarqué que ma main droite avait quelque chose de bizarre. Je n'arrêtais pas de faire tomber ma fourchette. « Je suis tellement maladroite aujourd'hui », ai-je dit. Mon père a dit « Je ne pense pas que ça soit normal » et m'a emmenée à l'hôpital. La radio a montré que j'avais de multiples fractures à l'épaule et au bras. Comme je n'avais ressenti aucune douleur, je ne savais pas que je m'étais cassé quelque chose lors d'une de mes chutes et j'ai continué à skier. Bien sûr, il y a certains avantages à ne pas ressentir de douleur. Par exemple, tu peux te faire autant de tatouages que tu veux et autant de piercings que tu veux. Mais ma mère dit que je dois attendre d'avoir 18 ans pour me faire tatouer. Je n'en ai donc pas encore. Mais je prévois de me faire beaucoup de tatouages plus tard, parce que j'adore ça. C'est cool de savoir que ça ne me fera pas mal du tout, même si j'espère ne pas en faire trop à cause de ça. Je crois que j'ai oublié de vous le dire. Les personnes qui ont mon trouble ne ressentent pas non plus de douleur corporelle. On n'a donc jamais de maux de tête, et on ne se réveille jamais au milieu de la nuit parce qu'on a mal aux dents. En parlant de dents, mon dentiste ne m'a jamais anesthésiée lorsqu'il traite mes caries ou qu'il m'arrache les dents, parce que je n'en ai pas besoin. Mais il n'arrête quand même pas de me demander « Tu es sûr? Ça ne te fait vraiment pas mal du tout ?» Je réponds toujours « Non ». Et à chaque fois, il me dit « C'est un miracle, incroyable ». Ce trouble cause également des problèmes pour les parents d'enfants qui en sont atteints. Quand j'étais bébé, je ne pleurais jamais. Je souriais tout le temps. Ma mère disait « J'ai tellement de chance, mon bébé est tellement sage ». Une fois, ma mère a oublié de changer ma couche. Pourtant, je continuais à sourire. Comme je suis restée longtemps dans une couche sale, j'ai eu une éruption cutanée. Ma mère était déconcertée que même là, je ne pleure pas. Elle a alors pensé pour la première fois « C'est trop. Est-ce que quelque chose ne va pas avec mon enfant ?» Mais comme elle n'avait jamais entendu parler de l'insensibilité à la douleur, elle n'avait aucun moyen de savoir que c'était ça. Savez-vous quand ma famille a finalement compris que j'avais ce trouble? Le jour de mon 6e anniversaire. Mes parents ont accroché une énorme piñata à ma fête d'anniversaire. Tous les enfants attendaient leur tour pour la frapper. Il y avait un énorme bâton. Chaque enfant avait les yeux bandés et recevait le bâton. Et puis frappait la piñata aussi fort qu'il pouvait. Un des enfants a manqué la piñata et m'a frappé sur la tête à la place. Il s'était trompé puisqu'il avait les yeux bandés. Ma mère a crié et est venue vers moi en courant. Je venais de me faire frapper sur la tête avec un énorme bâton, mais je m'en fichais complètement. Ma mère a dit « Daphné, ça t'a fait très mal ?» Je lui ai demandé en souriant. Ça veut dire quoi? Comme il n'y avait pas de douleur dans ma vie, mon vocabulaire ne contenait aucun mot associé à la douleur. Le lendemain, nous sommes allés voir un médecin.
Après une série de tests, ils m'ont diagnostiqué une insensibilité congénitale à la douleur. Comme je l'ai dit, c'est une maladie très rare. Les chances de l'avoir sont d'1 sur 1 million. Alors, quelle en est la cause? Les médecins sont maintenant sûrs que c'est une maladie génétique. Mais ils ne savent pas encore pourquoi la douleur ne se produit pas dans le corps. Il existe 2 théories. Selon la première, les nerfs des personnes atteintes de cette maladie dirigent le signal de la douleur vers la mauvaise partie du cerveau. Le cerveau ne peut pas passer en mode alerte puisqu'il ne reçoit pas le signal de douleur. Lorsqu'une personne normale touche une casserole très chaude, son cerveau ordonne aux nerfs de sentir la douleur et d'enlever la main immédiatement. Mais si cette personne n'est pas consciente de la douleur, son cerveau ne donne pas cet ordre, même si elle touche la casserole chaude. En parlant de casserole chaude, il y a quelques étés, nous sommes allés dans une station balnéaire. Je suis allée à la plage tôt le matin. Je me suis couchée sur un transat sans me lever pendant des heures. Il était presque midi. « Je vais aller me baigner », me suis-je dit. Pendant ce temps, le sable de la plage était devenu brûlant. J'ai commencé à marcher vers l'eau sans même y penser. Mon frère jure qu'il a vu de la fumée sortir de sous mes pieds pendant que je marchais. Ce jour-là, le sable chaud a brûlé la plus grande partie de la plante de mes pieds. Avant que j'oublie, je vais vous parler de la deuxième théorie des médecins sur l'insensibilité à la douleur. Selon cette théorie, les gens comme moi ont une quantité d'endorphine dans le cerveau supérieure à la moyenne. C'est pourquoi on ne ressent pas la douleur. L'endorphine est aussi appelée l'hormone du bonheur, parce que cette hormone rend les gens heureux. Quand vous avez une bonne note, quand vous avez faim et que vous mangez enfin, ou quand vous embrassez quelqu'un que vous aimez, votre cerveau libère de l'endorphine. C'est ce qui vous rend heureux à ce moment-là. Je pense que cette théorie est la bonne. On ne ressent pas la douleur parce qu'on libère trop d'endorphine. Pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que je suis toujours de bonne humeur. J'ai jamais été déprimée de ma vie. Je ne pleure jamais, je ris tout le temps. J'ai même eu une mauvaise expérience une fois à cause de ça. La grand-mère de ma meilleure amie est morte il y a 4 ou 5 ans. Je suis allée à l'enterrement pour être là pour elle. J'ai beau avoir essayé, je n'ai pas réussi à être triste. J'avais envie de rire tout le long. À un moment donné, je n'ai plus pu me retenir et j'ai ri. Évidemment, tout le monde m'a fixée. Heureusement, j'ai été très jeune. Les gens pensaient que j'étais juste immature. À l'époque, je ne savais pas pourquoi je me sentais ainsi. Mais maintenant, je sais que c'est une dose élevée d'endorphine qui m'a fait rire à cet enterrement. Un autre problème pour les gens comme moi, c'est qu'on est trop courageux. Pourquoi on est comme ça? Parce que le sentiment de douleur n'a pas une, mais 2 fonctions. Premièrement, il nous avertit. C'est ce qui nous fait réaliser que quelque chose nous fait mal. Mais il nous éduque aussi. Nous découvrons ce qui nous fait mal et apprenons à nous tenir à l'écart du danger à l'avenir. Disons que vous avez décidé de sauter d'un mur. Vous avez sauté sans réfléchir et vous vous êtes foulé la cheville. Vous retenez la leçon et ne sautez plus jamais d'aussi haut. Les gens comme moi n'avons pas de douleur pour retenir ces leçons. C'est pourquoi nous sommes courageux. On n'a aucune crainte quand on est confronté à des dangers qui pourraient nous nuire. À l'hôpital, j'ai rencontré un type nommé Jordan qui, tout comme moi, était insensible à la douleur. Une fois, on s'est vus parce qu'on partageait le même problème. J'ai remarqué que bizarrement, Jordan essayait toujours de se battre. Il provoquait constamment les gens. Alors que nous marchions, un chien nous a aboyé dessus. Le propriétaire était un type super costaud. Jordan a commencé à lui crier dessus, sans même lever les yeux pour voir à quel point il était grand. Il n'y avait pas besoin d'en faire un scandale, mais il a failli se battre avec ce mec. Quand il s'est calmé, je lui ai demandé pourquoi il avait agi de cette façon. Il m'a répondu « Parce que c'est tellement amusant. Je me bagarre au moins 1 fois par semaine et généralement, je me fais battre. » Bien sûr, ça ne fait jamais mal. Je continue à rire pendant que l'autre personne me frappe. J'ai un tel plaisir à voir leur visage. Évidemment, ce fut la dernière fois que j'ai vu Jordan. Vous vous demandez peut-être s'il y a un remède à ce trouble. Malheureusement, il n'y en a pas. Comme je l'ai dit plus tôt, il touche très peu de gens dans le monde, ce qui veut dire très peu de clients pour les compagnies pharmaceutiques. Quand il y a si peu de clients potentiels, les entreprises ne dépensent pas d'argent pour la recherche. C'est pourquoi je suis presque sûre qu'ils ne développeront pas de remède pour ma maladie d'aussitôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez ce genre d'histoire, vous pouvez vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Et vous pourrez être averti quand de nouvelles vidéos sont publiées. À bientôt! Salut les amis, je m'appelle Romane. Et voici Gaëlle. On est allés au même lycée. On était de bonnes amies et on se voyait tout le temps. On allait l'une chez l'autre après l'école. Nos familles étaient toutes les deux aisées. On allait faire du shopping le week-end et on s'achetait des cadeaux. Et on allait en vacances ensemble.
La famille de Gaël est toujours très riche. Mais malheureusement, mon père a fait faillite. Il a dû vendre tout ce que nous possédions pour rembourser sa dette. On avait une belle maison. On a dû la vendre et déménager dans un petit appartement à la place. Gaël est venue nous voir une semaine plus tard. Quand je lui montrai l'appartement, elle regardait autour d'elle sans rien dire. Elle a fini par dire « Tu as dit que l'appartement était petit, mais il est minuscule !»« Je pense que ma chambre est plus grande que tout l'appartement », a-t-elle dit. J'ai remarqué le regard condescendant sur son visage, mais je me suis dit « Mais non, je dois l'imaginer ». Puis elle m'a dit « Vous avez loué cet endroit en meublé ? Tout a l'air si vieux, et rien ne va ensemble. » C'est là que j'ai su que je n'avais pas tort. Elle me regardait de haut. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. C'est vrai, nous n'étions plus riches. Mais j'étais toujours la même personne. Quelle différence cela faisait-il pour elle que je sois riche ou pauvre ? Dans ma chambre, je lui ai proposé de s'asseoir sur le lit. Je lui ai dit « Je vais nous chercher quelque chose à boire ». Gaël a regardé le lit. Elle a épousseté l'endroit où elle allait s'asseoir comme s'il était sale. Elle avait l'air dégoûtée. « Tu es sûre que tu seras capable de vivre dans un endroit comme ça ? Je serais tellement en colère contre mon père si j'étais toi, a-t-elle dit. Pourquoi serais-je fâchée contre mon père? Il a tout fait pour que j'ai une vie géniale jusqu'à présent. Ce serait injuste de le blâmer pour des choses qui ne sont pas de sa faute. Ça pourrait arriver à n'importe qui, même à toi, ai-je dit. Gaël a dit, je ne comprends pas pourquoi tu protèges ton père. Ne le prends pas mal, mais mon père n'est pas un raté comme le tien. Je ne pense pas qu'il me mettrait un jour dans une telle situation. C'en était trop. J'ai dit, Gaël, fais attention à ce que tu dis. Tu ne peux pas parler de mon père comme ça. C'est vraiment quelqu'un de bien. Gaël est partie peu après. Le lendemain, j'ai été surprise quand elle est venue me voir à l'école. Elle m'a dit « Romane, je suis désolée. Tu es ma meilleure amie. J'ai dit ces choses hier seulement parce que je tiens à toi. » Je lui ai pardonné parce que je pensais qu'elle avait compris son erreur. Mais j'allais bientôt découvrir que j'avais tort et qu'une fois de plus, Gaël allait me décevoir. Ce soir-là, ma mère et moi étions en train de préparer le dîner dans la cuisine. Mon père est rentré à la maison. Il nous a embrassés, ma mère et moi. À cette époque, il avait 2 boulots. Il quittait son travail de jour et rentrait à la maison. Il dînait avec nous. Puis, il allait à son 2e travail. Ces 2 boulots étaient loin de la maison, mais très proches l'un de l'autre. Je lui ai dit « Papa, tu viens à la maison juste pour dîner ? Pourquoi tu ne prends pas quelque chose à ton travail ?» Il m'a répondu « Je ne rentre pas à la maison juste pour manger. Je rentre à la maison pour manger avec vous, avec ma famille. » Ma mère a dit « Chérie, tu es si fatiguée. On peut s'en sortir même si tu n'as qu'un seul travail. » Et il a dit en me regardant « Je veux que Romane aille dans une bonne université. Alors j'ai un poste pour toute la famille et un autre pour ma fille. » Quand on l'a entendu dire ça, ma mère et moi étions si émus. Le lendemain, on avait un contrôle de maths. Gaël est venue me voir. Ses yeux étaient si gonflés parce qu'elle avait passé une nuit blanche. Ça me faisait de la peine de la voir comme ça. « Tes notes sont déjà si bonnes. Pourquoi tu te donnes tant de mal ?» lui ai-je demandé. Gaël a souri. « J'ai décidé de devenir major de promotion, a-t-elle dit. Meuf, je n'arrive pas à croire à quel point tu es motivée. Si tu y arrives, tu devrais écrire un discours et tout ça. Tu veux faire tout ça ?» Gaël était si excitée. C'est exactement pour ça que je veux être la major de promo. Imagine, je fais un discours inspirant et je remercie mon père, et il est incapable de retenir ses larmes et se met à pleurer. Ce serait pas incroyable, a-t-elle dit. Je comprenais pourquoi Gaël voulait faire ça. Ses parents ont divorcé quand elle était bébé. Malheureusement, sa mère a laissé Gaël et a disparu. Personne ne sait où elle est maintenant. Elle détestait sa mère pour l'avoir abandonnée. Son père était tout pour elle. Elle voulait rendre son père fier en obtenant son diplôme de major de promo et en lui dédiant son discours. Comme je savais qu'elle était capable de faire tout ce qu'elle voulait, j'étais sûre qu'elle y arriverait. Après notre contrôle, Gaël a déclaré « Cette semaine a été très intense. Et si on faisait une soirée pyjama chez moi ? J'inviterai aussi des amis de mon ancienne école. » « Ce serait vraiment cool, on pourra s'amuser, lui ai-je répondu. Quand je suis allée chez Gaël le samedi, j'ai vu qu'elle avait invité 2 autres amis. Je ne les avais jamais rencontrés. Comme à chaque soirée pyjama, on discutait autour d'un verre de lait et des cookies avant d'aller au lit. Gaël m'a regardée et m'a dit « Romane, je sais que tu pourrais le prendre mal, mais je veux demander à Jasmine et Mélissa leur avis à ce sujet pour ton bien. » Je n'étais pas sûre de ce dont Gaël parlait. Elle s'est tournée vers les autres filles. « Imaginez, vous vous réveillez demain matin et votre père vous dit «
on a perdu tout notre argent. On va déménager dans un petit appartement avec des meubles usagés. » Vous lui diriez « Cher papa, c'est une super nouvelle! Allons-y, déménageons !» Ou bien vous en voudriez à votre père. J'étais déconcertée. Pourquoi Gaëlle parlait-elle de ça? Et pourquoi je parlerais de ma vie privée avec des gens que je venais de rencontrer? Avant que les filles ne puissent répondre, j'ai dit « Gaëlle, tu dépasses les bornes. Pourquoi ça te dérange autant ?» Elle m'a répondu « Parce que tu dois accepter que j'ai raison. Ça me rend triste de te voir vivre pauvre. Ton père en est responsable, mais tu ne veux pas ouvrir les yeux et tu le protèges quand même. » Je me suis relevée. « Gaëlle, tu peux m'appeler un taxi? Je veux rentrer chez moi. » ai-je dit. Gaëlle m'a répondu avec condescendance. « Bien sûr, je vais t'appeler un taxi, mais tu as de l'argent pour le payer ?» Alors je me suis levée et je suis partie. Notre amitié avec Gaëlle s'est terminée cette nuit-là. Même si j'étais triste, je ne pouvais rien y faire. C'est elle qui est allée trop loin. Après ça, on a arrêté de se parler. De toute façon, je devais beaucoup étudier. On étudiait beaucoup toutes les deux. Comme je m'y attendais, Gaëlle a été diplômée comme major de promotion. Nous n'étions plus amies, mais j'étais toujours heureuse pour elle. Et j'étais aussi curieuse de connaître son discours de fin d'études. Enfin, le jour de la remise des diplômes est arrivé. La cérémonie a eu lieu sur le terrain de football de l'école. Nous, les étudiants, étions d'un côté en chapeau et en robe. Les familles étaient assises séparément. Il y avait une scène et un podium. D'abord, notre directeur a parlé, puis quelques professeurs. Ensuite, c'était l'heure du discours du major de promo. Le nom de Gaëlle a été annoncé. Elle était très distraite pendant qu'elle recevait son prix. Elle regardait tout le temps autour d'elle, et elle n'avait pas l'air heureuse du tout. Gaëlle est montée sur le podium pour prononcer son discours. Elle était en train de lire le discours qu'elle avait préparé. Comme je l'avais deviné, elle a commencé par mentionner son père dans la première phrase. Elle a dit qu'elle l'aimait beaucoup et qu'elle lui devait tout son succès. Mais pour une raison que j'ignorais, elle n'était pas du tout passionnée. On aurait dit qu'elle voulait juste terminer le discours et descendre du podium. Soudain, elle a cessé de parler et des larmes ont coulé de ses yeux. Quand elle a recommencé à parler, elle ne lisait plus ses cartes. « J'ai écrit ce discours il y a des mois, mais je ne veux pas le continuer. Parce que mon père, à qui j'ai dédié ce discours, n'est pas là en ce moment. Vous savez pourquoi? Il a une réunion importante au travail. Je lui ai dit que ce jour était vraiment important et qu'il devait venir quoi qu'il arrive. Et il m'a dit « Je viendrai à la remise des diplômes de ton université. Le lycée, ce n'est pas si important. » Quand j'ai insisté, il m'a dit « C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Je dois assister à cette réunion. N'en fais pas tout un plat. Je vais t'offrir un cadeau de fin d'études très cher. » Mais le seul cadeau de diplôme que je veux, c'est mon père. Et il ne s'en rend pas compte. En fait, il ne s'en est jamais rendu compte. Mon père a toujours pensé que les cadeaux qu'il m'offrait étaient suffisants. Gaëlle est descendue du podium après avoir dit ça. On était tous choqués. Je ne pouvais pas rester assise sans rien faire, alors je suis allée la chercher. Je l'ai trouvée assise sous un arbre et en train de pleurer. Je me suis assise à côté d'elle. Elle a levé les yeux. Quand elle m'a vue, elle m'a serrée dans ses bras et s'est mise à sangloter encore plus fort. « Romane, j'étais tellement jalouse de ta relation avec ton père. C'est pour ça que je voulais que tu blâmes ton père. Parce que j'étais si jalouse de la façon dont il t'aimait et tenait à sa famille. Je suis une mauvaise personne. J'ai essayé de détruire ta relation avec ton père. » L'entendre de sa bouche m'a choquée, mais je la comprenais quand même. Gaëlle était quelqu'un qui n'avait jamais reçu d'amour de ses parents. C'est pourquoi il était normal qu'elle soit jalouse de moi. Peut-être que si j'étais à sa place, je ressentirais la même chose. Je l'ai serrée dans mes bras. Oui, elle avait essayé de me faire du mal, mais elle n'avait pas réussi. Parce qu'elle n'avait pas pu saisir à quel point le lien entre mon père et moi était fort. Et que personne ne pouvait le détruire.